en est où de l'inégalité au travail? Les inégalités professionnelles persistent, comme je pense aujourd'hui, plus personne ne peut l'ignorer. Mm. On a encore entre 14 et 22% d'écart salarial entre les femmes et les hommes à poste équivalent. En France? En France. Il faut savoir qu'un CV à consonance franco-française a 1,5 fois plus de chances d'être rappelé pour un premier entretien qu'un CV avec un nom qui ne sonnerait pas franco-français. Donc il y a encore plein d'inégalités professionnelles et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Qu'est-ce que les micro-agressions au travail? Alors il faut savoir que la plupart du temps, on a tendance à identifier tout ce qui part au prud'homme, des grosses agressions, tout ce qui va être agression verbale, comportement, harcèlement moral, on entend souvent parler de tout ça. Mais en fait, dans nos entreprises, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pas le haut de l'iceberg avec ce qui va être frontal et parfaitement identifiable, genre bah tiens Sabine, tu iras me faire un café parce que les femmes en réunion ça sert qu'à ça. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde est capable de dire attends, tu t'emballes, tu peux pas parler comme ça à Sabine, c'est une collaboratrice, etc. Ça, c'est frontal, c'est hostile et c'est parfaitement identifiable. Le code pénal le punit. Les micro-agressions, c'est tout ce qui est plus insidieux et qu'on identifie vachement moins facilement. Ça va être des petits comportements, des façons de se parler, de se couper la parole, des réflexions qui pèsent progressivement sur le moral des personnes concernées. Et souvent, l'entourage, en réalité, il sent qu'il y a quelque chose, mais on a du mal à mettre des mots dessus. Les micro-agressions, c'est donc tout ce qui va découler du sexisme inconscient, du racisme inconscient, du validisme inconscient, donc toutes les discriminations en défaveur des personnes en situation de handicap, qu'on n'identifie pas frontalement comme étant des agressions, verbales ou gestuelles, mais qui vont participer à créer un environnement de travail qui peut être hostile, qui peut être déstabilisant, qui peut être décourageant. En exemple, ça va être ah bah dis donc, t'es multitasking pour un homme, c'est sympa. Ça, c'est une microagression sexiste. On pointe du doigt un stéréotype sexiste qui attire l'attention sur le genre de la personne. Ça n'a rien à faire au travail. Si ça se voulait être un compliment, en réalité, c'est replacer le fait que les hommes en général ne savent pas faire deux choses à la fois. Inversement, parce qu'on prend souvent les exemples pour les femmes, donc j'aime bien taquiner avec des exemples masculins, mais comme on va dire en réunion à quelqu'un, ça va, je suis pas aveugle. Bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malvoyant autour de la table, c'est pas du tout quelque chose qui lui est directement adressé, on n'est pas en train de dire ah les aveugles, ah bah toi t'es aveugle, mais au demeurant, c'est quelque chose qui fait passer les personnes qui seraient moins bien voyantes pour des gens moins bien. Et donc ça installe un environnement qui est déstabilisant, désagréable, intimidant, etc. Pourquoi avoir un environnement de travail sain, donc sans microagression, sans aucune discrimination sexiste, homophobe, raciste, etc. C'est important, Aurore. Parce qu'en fait, ces micro-discriminations, même si sur le coup, quand tu te prends une petite réflexion ou que tu entends une petite réflexion qui n'était pas directement adressée à toi, mais qui te fait tiquer, quelque chose de misogyne, quelque chose de dénigrant pour les femmes, quelque chose de dénigrant pour les personnes racisées, quelque chose de dénigrant pour les personnes en situation de handicap, bah même si ça t'est pas directement adressé, à ce moment-là, ça va commencer à occuper ton esprit. Pendant que tu es en train de gamberger, pendant que tu rumines ton truc, pendant que tu te dis franchement lui, j'imaginais pas qu'il était comme ça, ou franchement elle, limite raciste, et ben t'es pas en train de penser à ton travail. Tu es en train de traiter, de processer cette information, et elle te décentre, elle occupe ton esprit, et tu n'es pas en train d'être performant dans ton job. Si tu te prends quelqu'un te coupe la parole en pleine réunion, alors que tu étais en train de dire quelque chose, c'est toujours la même personne qui te coupe la parole, c'est un homme de ta hiérarchie ou un de tes collègues, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu commences à te dire mais qu'est-ce qu'il y a, il me prend pas au sérieux, pourquoi il m'écoute pas, ce que je dis n'est pas intéressant. Et en fait, pendant que toutes ces pensées te traversent, tu n'es pas en train de travailler et de pouvoir répondre, de pouvoir dire attends, pardon, je suis désolée, Jean-Mich, mais là, moi, je parle, donc j'aimerais finir ce que je raconte, etc. Donc en fait, ces micro-discriminations, elles ne te poussent pas forcément au burn-out. Elles ne sont pas forcément en train de te déstabiliser au point que tu ne veuilles plus passer la porte de ton boulot, que tu sois sur le point de poser ta démission, même si c'est possible, à la longue justement, parce que c'est éreintant, mais de façon ultra ponctuelle, mais souvent récurrente, elles occupent ton esprit et elles sont en train de te décentrer, de te déconcentrer de ce que tu es en train de faire. Et donc pour une équipe,
on perd énormément en valeur. On perd en valeur individuelle et du coup, on perd en performance collective parce qu'on n'est pas tous dans ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de brainstormer, si on est en train de collaborer, de parler stratégie, etc., eh ben, il y a quelqu'un qui a un peu moins de temps de cerveau disponible pour se concentrer sur le vrai sujet qui nous mobilise. Donc ces microdiscriminations, non seulement c'est pour la qualité de vie au travail quelque chose de fondamentalement désagréable, mais aussi pour les performances individuelles et collectives, on est en train de perdre les gens parce qu'on les préoccupe. On est en train de les occuper avec quelque chose qui n'a pas sa place au travail. En fait, quand on est victime ou témoin d'une microagression au sein de son entreprise au quotidien, il n'y a pas le petit guide de comment réagir. D'abord, on doit réagir avec sa personnalité. Il y en a qui vont avoir de l'humour au quotidien et qui vont dire pardon, je suis désolée, tu voulais pas être raciste là, ça te ressemble pas ça. Non. Ah oui, d'accord, c'est que j'avais mal compris, tu voulais pas être raciste. Parce qu'ils ont la capacité ou elles ont la capacité de prendre ce recul-là et ça fait partie de leur personnalité que de le prendre comme ça, donc ça va pas dénoter. En fait, l'idée c'est de pas se mettre en danger par rapport à ce qu'on est. Si au contraire on est quelqu'un qui est sensible et émotif ou émotive, on a aussi le droit de dire écoute, on est au boulot donc je me permets de te le dire, je suis pas à l'aise avec ce que tu viens de dire, ça me blesse ou ça me peine ou mon objectif c'est pas de te censurer mais en l'occurrence ce que tu viens de dire moi me gêne. Et de dire sincèrement. En fait, dans la communication non verbale, quand tu dis j'ai de la peine, on peut pas nier ça. C'est pas dire ouais tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. C'est dire moi là ça me blesse, ça me dérange, etc. C'est difficile pour quelqu'un de nier ce que tu ressens en fait. L'idée c'est vraiment de regarder la place mentale qu'on a pour prendre les devants ou pas. On a aussi le droit de laisser couler et de se dire bon bah là j'ai pas la force ou j'ai pas envie de m'exposer devant le reste de mes collègues et c'est pas forcément un combat que là maintenant tout de suite je suis prêt ou prête à prendre. Quand on est témoin, qu'on n'est pas directement touché mais qu'on se rend bien compte qu'en fait cette remarque elle a pas sa place, qu'elle heurte quelqu'un ou que même nous on n'a pas envie d'entendre ce genre de truc au travail. En fait on se rend compte que très souvent on est très nombreux et nombreuses à pas être à l'aise, mais que la plupart du temps, personne n'ose se jeter à l'eau. Moi, ce que je recommande de faire, c'est quand on est un peu courageux ou quand on a un petit peu le privilège peut-être de la hiérarchie ou d'être très à l'aise à l'oral ou de bien s'entendre avec la personne qui émet cette remarque, ça vaut le coup de dire bah tu sais, je pense que c'est pas drôle ou tu sais, je pense que ça n'a pas sa place dans cette salle, ben, moi je trouve ça hyper offensant, je suis pas directement concernée mais ça me met mal à l'aise. Et souvent quand on est alliés, entre guillemets, c'est pas de devenir des grands défenseurs de la cause et de dire ouais tu vois je pense que tu fais de la peine à un tel, etc. On n'est pas là pour jouer les super-héros ou les super-héroïnes, mais déjà de dire moi je trouve que c'est dérangeant, moi je trouve que c'est offensant, franchement ça me fait pas rire, bah tu te valorises pas en disant des trucs comme ça parce que je te pensais plus intelligent que ça et je trouve que c'est nul de penser comme ça. Ça va aussi donner de l'élan autour de la table pour que d'autres gens se sentent légitimes pour dire ouais en vrai moi non plus ça me fait pas marrer hein. Parce que cette personne souvent quand on lui reproche son comportement, elle va aller chercher des alliés pour dire ça va, t'es d'accord avec moi, c'est pas si méchant. Le fait d'avoir enfoncé la porte et d'avoir posé le sujet, souvent ça donne surtout l'opportunité à d'autres personnes de rebondir pour dire non, je t'assure, c'était pas fun. On parle souvent des dîners de famille, par exemple, pour extrapoler des cercles dans lesquels normalement on se sent en sécurité. La personne qui nous agresse ou la personne qui a un propos dérangeant ou offensant, c'est pas forcément la personne à convaincre. C'est bien que ce soit la personne à arrêter, à stopper dans son élan. Parfois même c'est pas malveillant, hein, c'est inconscient donc ça visait pas à nuire, mais donc c'est bien de lui signaler ça c'est une nuisance, ça c'est dérangeant, mais surtout en fait le message qu'on fait passer on le fait passer pour le reste de l'audience. C'est très important de pouvoir dire on est dans un espace où ce genre de commentaire n'est pas permis, donc non seulement toi merci de pas continuer sur cette pente là, mais en plus ça dit aux personnes qui peuvent se sentir menacées et être autour de la table je suis pas seule à me... C'est pas que dans ma tête. En fait, c'est pas moi le problème. Et de créer le confort de la personne
ou des personnes qui pourraient se sentir visées, concernées et du coup agressées, pour leur dire tu n'es pas seul en fait. C'est très important et surtout l'idée c'est pas de gagner un combat, c'est de réinstaller une atmosphère dans laquelle chacun peut prendre la parole. En fait, les micro-agressions qui rendent cet environnement hostile, qui peut créer une ambiance de travail qui est intimidante ou qui est désagréable. La plupart du temps, je disais, c'est pas frontal. La microagression, elle n'est pas volontaire, elle est malencontreuse. Il y a des gens qui sont malveillants, on ne peut pas le nier, mais la plupart du temps, au travail, dans notre environnement, dans nos sociétés, on a en réalité un environnement de travail où c'est plus qu'on se préoccupe assez peu les uns les unes des autres, qu'on est un peu individualiste, plutôt qu'on est malveillant et on essaie de blesser, de faire du mal et d'intimider. Les micro-agressions, elles viennent du sexisme inconscient, du validisme inconscient, du racisme inconscient. Et en fait, c'est tout un tas de réflexes que l'on a intégrés, que notre socialisation depuis notre plus tendre enfance a participé à façonner dans notre esprit, dans l'imaginaire collectif, et qui font qu'on va avoir des pensées qui nous traversent, qu'on n'a même pas le temps d'analyser, qui vont dicter des réactions qui sont racistes, sexistes, validistes, agistes, classistes, qui sont pleines d'agression, en fait, d'agressivité. En fait, c'est des stéréotypes qui sont véhiculés par notre société, par l'éducation, par les dessins animés, par les pièces de théâtre, les livres, par toute la culture populaire qui nous entoure, qui sont pleines de stéréotypes. Ces stéréotypes-là, ils sont donc caricaturaux, c'est la définition du stéréotype, et ils vont cataloguer des personnes. Donc on va projeter des pensées sur des typologies de personnes sans laisser l'individu s'exprimer. Donc je donne un exemple. La plupart du temps dans les dessins animés, les personnes vieilles, elles sont symbolisées comme étant sourdes. Qu'est-ce qu'il dit ? Résultat des courses, on a tendance à penser les vieux et les vieilles comme étant sourds et sourdes. Donc, moi, je suis dans la rue, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai rendez-vous avec Laura, je suis hyper en retard, mais je ne sais pas à quel point je suis en retard. Est-ce qu'il faut que je cours ou est-ce qu'il faut que je marche vite ? Et puis, donc, le feu est rouge et je vais en profiter pour demander à la vieille dame à côté de moi quelle heure il est. Et instinctivement, je vais hausser la voix. Et ça, pour elle, peut-être c'est une micro-agression. Parce qu'en fait, d'un coup, je vais lui crier dessus, alors que peut-être qu'elle n'est pas sourde, peut-être qu'elle est appareillée, peut-être qu'elle m'entend parfaitement, et qu'elle a envie de dire « mais je suis pas si vieille en fait, ma bonne dame, pourquoi tu cries ?» Ces stéréotypes vont avoir un impact sur nos réactions. Et c'est comme ça qu'on va commettre des micro-agressions, à travers des stéréotypes de genre, des stéréotypes hyper racistes, parce que notre culture pop, elle est foncièrement sexiste, raciste, validiste. Et ça se travaille. Et ça se travaille parce qu'en fait, quand on commence à prendre conscience de toutes ces idées qui nous traversent et qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est-à-dire que ah bah vendredi c'est couscous, ah bah c'est pour toi Naïma. Bah en fait ça c'est raciste. Si c'était sympa pour dire c'est ta culture machin, ça c'est remettre les gens dans des cases. Et donc quotidiennement, au travail, ça n'a pas sa place. Si tu veux avoir une connivence, essaie de sortir de tes stéréotypes, là en l'occurrence racistes. Ça n'a pas sa place au travail, mais le fait de prendre conscience que peut-être que pour Naïma, en fait, c'est désagréable d'entendre couscous Naïma, c'est non. À ce moment-là, si t'as pas la volonté de mal faire, on te le dit, tu en prends conscience, tu comprends d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'au cinéma, tous les Arabes sont misogynes, terroristes, pourquoi il y a ces stéréotypes-là. Et donc tu te dis, waouh, j'ai pas du tout envie de me laisser endoctriner par ça. Et donc tu peux sortir de ta position. Savoir, c'est pouvoir. Quand tu prends conscience des choses, à partir du moment où tu n'avais pas la volonté de mal faire, ça te redonne le pouvoir sur tes réactions. Mais pour ça, il faut le savoir. Et comme c'est planqué un peu partout, c'est bien de creuser, de se poser les questions.